Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un pour une relation durable? Pourquoi est-ce que tous les hommes que je rencontre se servent de moi et disparaissent? J'en ai assez, il est temps que ça change. À la fin de cet audio, vous découvrirez ce qui bloque Nora dans ses relations amoureuses et vous découvrirez aussi les clés qui vont lui permettre d'en sortir si elle le souhaite. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'ai déjà écrit 4 livres sur la thématique amoureuse et en particulier ses dysfonctionnements. Et aujourd'hui, je reçois Nora qui me pose cette question. Nora qui est d'origine kabyle, qui est venue en France à 2 mois. Et Nora, vous avez quel âge? 38 ans. 38 ans. Qui donc a eu quelques histoires, mais qui visiblement se fait abuser. Parce que les hommes vous séduisent et disparaissent. Oui, voilà. Exactement. Bien sûr, vos parents ne sont pas au courant. Vous habitez chez eux? Non, plus. Je suis partie depuis 1 an et demi. Ah, c'est bien. C'était un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Alors, ce qui m'amène à me demander, quand vous rencontrez les hommes, vous couchez au bout de combien de fois? 3-4 fois, enfin au bout de 3-4 rencontres. Vous êtes musulmane? Oui. Vous êtes croyante? Vous faites le oui, ramadan? Je crois en Dieu, oui, je fais le ramadan. Est-ce que vous êtes consciente que dans votre culture, si vous couchez trop vite, vous n'êtes pas sérieuse? Exactement, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais après, dans les hommes que je rencontre, il n'y a pas que des Maghrébins, il y a aussi des Français. Ah, pour vous, c'est ok, peu importe. Peu importe pour moi, personnellement. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Maghrébins vous abusent autant que les Français. Oui. Enfin, je veux dire que les deux couchent avec vous et disparaissent. Exactement, oui. Donc c'est ça. Ce qui compte, c'est que c'est pas tant la culture et la religion ou l'origine que l'abus. Donc l'abus, c'est quoi? C'est ce qui fait qu'un homme ne reste pas. Alors, il est probable que vous couchiez un peu vite et que si vous preniez le temps de les connaître, peut-être que vous les verriez se lasser. Mais à mon avis, il y a quelque chose de plus profond. Comment ça se fait que vous avez quitté vos parents il y a seulement 1 an et demi? En fait, pour tout vous dire, je travaillais pas aussi à l'époque et j'avais peur de partir parce que je me sentais pas capable d'assumer un loyer, quoi, en fait. Et comment vous faites là? Vous avez toutes les aides? J'ai des aides, ouais. Ouais, c'était courageux, c'était pas évident. C'était pas évident, puis j'ai vu autour de moi tous mes amis partir, quitter leurs parents, donc j'ai dit pourquoi pas moi. Et vos parents vous ont laissé partir? Oui, ils m'ont laissé partir. Vous êtes combien de frères et sœurs? On est 5. On est 7 à la base, mais les 2 aînés sont décédés. À quel âge? À 31 et 29 ans. Waouh, de quoi? La première, elle est décédée d'une péritonite. Ouais. Et c'est l'aînée, c'est la première. Ouais. Et en Algérie, elle est décédée. Et le deuxième, il s'est suicidé. Il était schizophrène. Et il s'est suicidé, vous aviez quel âge? J'avais 17 ans, j'allais sur mes 18 ans. Et pour votre sœur, vous aviez quel âge? J'avais 13-14 ans. Ah oui. D'accord. Et comment ça se fait qu'elle est morte en Algérie? Parce que mes parents, ils l'ont renvoyée en Algérie. Elle s'est mariée là-bas. En fait, comme elle trouvait pas d'homme en France pour se marier, à chaque fois, ça finissait par des échecs. Mes parents, ils ont décidé de la renvoyer là-bas. Enfin non, ils l'ont mariée avec un homme qui vit en France, mais comme ni l'un ni l'autre n'avait des papiers, mon père, il n'a jamais scolarisé ma sœur en France. Donc en fait, elle n'existe pas ici? Elle n'existait pas vraiment, voilà, c'est ça. Est-ce que vous ne trouvez pas, Nora, que dans cette histoire de papier, le fait d'aller se marier en Algérie parce qu'on n'a pas de papier en France, c'est bizarre pour une famille qui est quand même en France depuis des années et qui a probablement bénéficié du regroupement familial? Vous ne trouvez pas? Ouais, mais je sais pas pourquoi, peut-être qu'il n'arrivait pas à faire les papiers. Ce frère, c'était le deuxième ou c'était un... C'est le deuxième. Donc les aînés, il les a eu en Algérie? On est tous nés en Algérie à partir de moi, ils sont nés en France. Parce que moi, je suis née à 2 mois, donc forcément, tous ceux qui sont nés après moi sont nés en France. De la même mère? Tous de la même mère. Vos parents, c'était l'immigration classique? C'était pas des harkis? Non. Votre père, il travaillait à l'usine? Oui, ouais, genre, il est venu... En quelle année il est venu? Il est venu en 66. C'est ça. Et après, il est revenu nous chercher en regroupement familial en 82. Ah ouais, d'accord. Donc il a attendu 82 quand même. Parce que... Ouais, peut-être qu'il n'arrivait pas à faire les papiers. Vos parents sont vivants? Oui, ils sont vivants. Toujours ensemble? Oui. Ils sont en retraite? Ils sont à la retraite. Ils sont en bonne santé? Ils sont diabétiques. Ils sont autonomes, quoi. Ils gèrent... Maintenant qu'ils sont à la retraite, ils font des allers-retours, ils font la navette. Ils ont acheté là-bas, ils ont fait construire, j'imagine. Ils ont 2 maisons, ouais. C'est ça. Et ils s'entendent bien? Il y a beaucoup de bagarres, oui. Qui c'est le caractère fort? C'est mon père. Il est dominant et macho et il veut que tout le monde soit élevé comme il l'a décidé ou il est juste caractériel? Les deux, il est caractériel et en même temps il est macho, il est dominant, il veut qu'on vive comme lui il aurait voulu qu'on vive. Voilà, il faut être marié pour fréquenter un homme. Voilà, il faut travailler, il faut tenir sa maison. Enfin voilà, faut pas traîner dehors. Surtout pour les hommes, les filles. Pardon. Bien sûr, mais ça c'est classique. Donc on a les 2 aînés qui sont déjà décédés. Votre frère il est devenu schizophrène à la vingtaine ou? En fait, ça s'est déclenché pendant son service militaire. En Algérie? Oui, pendant les années de guerre civile. Ah, dans les années 90? Oui. Ah là là, mais il y a 30 ans déjà? Oui. Il y a beaucoup d'écart alors entre vous? Ma mère, elle a eu son premier enfant à 16 ans et maintenant elle a 72 ans. Mariage arrangé? Oui, mariage arrangé, je connaissais pas mes parents. D'accord.
Qui a pu l'arranger le mariage, s'ils se connaissaient pas? C'est les parents, leurs parents. D'accord. Ils font passer le message, quoi. Comme quoi il y a quelqu'un qui est en demande de mariage. À la maison, on parlait kabyle? Mes parents parlent kabyle, nous on parle français. Et ils parlent français, vos parents? Oui. D'accord. Qui s'occupait des papiers? C'est moi. C'est moi qui remplis tous les papiers jusqu'à maintenant et tout. Ah, encore aujourd'hui? C'est d'ailleurs pour ça que j'habite à 5 minutes de chez eux, j'ai insisté pour... Vous avez déménagé, mais finalement pas vraiment. Pas vraiment, oui, parce qu'ils ont toujours le même comportement à mon égard, quoi, en fait. Et chez eux, c'est comme si j'étais pas partie, en fait. Vous êtes le vilain petit canard? Ou vous êtes la bonne? Les deux. Les deux, ok. Les deux. Donc on a les deux aînés. Ensuite, on a le numéro 3, c'est qui? C'est un frère, mais il vit avec mes parents. Il est malade aussi. Et qu'est-ce qu'il a comme maladie psychologique? C'est pareil, schizophrénie, mais c'est pas la même que mon autre frère. Ah, mais c'est quand même 2 schizophrènes dans la même famille, ça fait beaucoup, non? Oui, ça fait beaucoup, mais bon, je saurais pas vous l'expliquer. Il y a des maladies mentales chez les grands-parents, tout ça? Non, c'est ça qui est curieux. Il y a rien. J'ai posé la question. Il se droguait? Non, lui non, c'est le premier. Le premier, lui, on sait pourquoi, parce que la drogue, ça conduit à la schizophrénie. Mais le deuxième, non, il se droguait pas. Le deuxième, pareil, ça s'est déclenché en Algérie, service militaire. Ah, même chose. Il était déjà replié sur lui-même, mais ça s'est aggravé avec le service militaire. Donc, ce que j'entends, c'est qu'en fait, ils étaient encore algériens. Ils n'ont pas demandé la nationalité française, donc ils sont allés faire le service. C'est votre père qui a exigé? Non, mon père, il aurait pas été contre qu'ils fassent leur service en France. Non, mais s'ils avaient été français, ils l'auraient pas fait en Algérie. Oui. Donc, il y a quand même une histoire de choix qu'ils auraient pu avoir, parce qu'ils auraient pu demander leur nationalité. Mais je sais que mon père, il a été un frein pour que mon grand frère demande la nationalité française. Je crois que... Voilà, c'est bien ce que j'avais compris. Le tout premier, ouais. C'était comme une trahison de devenir français, c'est ça? Ouais, oui, c'est ça. Puisqu'en plus, même moi, il a eu du mal à accepter que je devienne française. Enfin, c'est pas, vous êtes ici, vous êtes né quasiment ici. Si vous voulez travailler, il vaut mieux être français. C'est plus simple. Oui, bien sûr. Donc, le numéro 3, il est à la maison et bien sûr, il peut rien faire parce il prend ses médicaments, votre frère. Oui, ça le stabilise au niveau de ses bouffées délirantes, mais en termes de vie sociale et tout, elle n'existe pas, il n'a pas de vie sociale. C'est mes parents et moi qui s'occupons de lui. D'accord, donc ok. Voilà. Puis, ensuite, le numéro 4. C'est moi. Mais votre sœur aînée, elle était là ou pas? Elle est venue en France en 82 avec nous. Ouais. Et mon père, il l'a renvoyée en 87 ou 88, je sais plus. Donc, vous aviez quel âge quand il l'a renvoyée? Ah, j'étais en primaire, maternelle. D'accord, mais il comptait sur qui pour l'aider? Parce qu'au début, j'imagine qu'elle l'a aidé. Elle a aidé votre mère, elle s'occupait des petits. Ma mère, elle a aidé ma mère à s'occuper de mon petit frère. Ouais. Et après, elle était en âge de se marier, donc eux, ils l'ont mariée. Après, c'est ma mère qui s'occupait de nous. Ok, et qui a pris le relais pour aider votre mère et faire les papiers? Moi, dès que j'ai su lire et écrire, ils m'ont demandé. En primaire, j'ai commencé à leur remplir les papiers. Voilà. C'est pour ça que j'ai des facilités par rapport à ça. D'accord. Ouais. Après, pour ce qui est ménage et cuisine, le ménage, oui, mais la cuisine, non, je suis pas trop cuisine, moi. En plus, quand vous voyez vos parents, ils sont pas très gentils avec vous, visiblement. Surtout mon père, oui. Ils continuent à être durs? Oui, continue à être dur. Les deux, hein, même ma mère, quand je vais la voir, elle me dit tu m'aides pas. Et qu'est-ce qu'elle voudrait que vous fassiez de plus? Que je l'aide à faire manger, des choses comme ça. Et moi, ça me fait bizarre d'entendre ça dans la mesure où j'habite plus là, en fait. Je sais pas si ça me fait bizarre, en fait, d'entendre ça. Ça me donne l'impression que je suis pas partie, en fait. Mais en fait, vous n'êtes pas partie, Nora. J'ai mon logement quelque part et... Vous n'êtes pas partie. Alors, c'est pas que vous avez des facilités. La question, c'est que vous avez été réquisitionné pour être le bâton de vieillesse. Oui. La question que vous m'avez posée, je vous rappelle, c'est pourquoi est-ce que j'ai pas d'homme? Moi, j'ai déjà pas mal d'idées. Donc, je continue. La numéro 4, c'est vous. Numéro 5. C'est mon frère. D'accord. Il veut se marier. Il a trouvé une fille, mais elle l'a laissé tomber, en fait. D'accord. Il a un travail. Il vit chez mes parents, il travaille. Voilà. C'est les deux seuls qui vivent chez mes parents. On est tous partis. Ok. Ensuite. C'est ma sœur. Qui est mariée? Elle est mariée, elle travaille. Elle a des enfants. Donc, elle, ça va. Ensuite. Pareil, ma sœur, elle travaille, elle est mariée, elle est enceinte. Ceux après vous, ils vont bien. Avant vous, c'est un peu compliqué. Avant moi, c'est compliqué. Et après, ça va. Vos sœurs, elles sont mariées avec des Algériens? Non. Des Français? Martiniquais, la première, celle qui a 2 enfants. Ouais. Mais il est converti à l'islam. Hein. D'accord. Il s'est converti avant même qu'il rencontre ma soeur. Et le deuxième, il est italien, tunisien de la mer et égyptien du oui, mais enfin, il est quand même un peu oriental. Oui, il est oriental. Hein. Ce que j'entends là, c'est que on a quand même 2 sœurs qui sont mariées. Vous savez que dans une famille maghrébine, amener un noir, c'est compliqué. Vos parents au départ, mes parents n'étaient pas d'accord. Hein, ils étaient contre, mais après, ils ont fini par accepter. Elle a parlé avec mon père, elle lui a expliqué qu'il était de bonne famille, bien élevé, était musulman. Puis mon père, il a accepté de le rencontrer, il a vu qu'il était... Donc vous savez pourquoi elle a épousé un noir? Peut-être pour... je sais pas moi, c'est une forme de... Je sais pas comment dire, moi, de rébellion, je sais pas ce que c'est. Oui, en fait, vous avez tout compris, Nora. Ouais. Mes sœurs, elles ont des forts caractères. Voilà. Hein. Plus que moi, en tout cas. Oui. Elle se positionne plus que vous, elle.
Parlons maintenant du frère qui vit avec vous. Donc, oui, il y en a un qui a du mal à se marier et qui se fait jeter. Bah, il avait trouvé une fille en Algérie et il devait se marier. Pourtant, les filles en Algérie, elles viennent et elles se marient, elles font pas tuer. Bah, je sais pas ce qui s'est passé. Elle est venue en France, elle a fait ses études à Montpellier. On l'a invitée pour le mariage religieux de ma sœur et quelques temps après, elle a annoncé à mon frère que c'était fini, elle a arrêté là. Qui lui a payé ses études à Montpellier? Ses parents. D'accord, donc c'est pas votre frère, elle lui devait rien. Non, c'est pas mon frère, mais ils avaient fait un genre de fiançailles en Algérie. Elle était d'accord pour se marier avec mon frère. Et puis après, elle dit qu'elle a vu le caractère de mon frère, elle a vu qu'il était trop caractériel. Et comme qui? Comme mon père, et ça lui convient pas. Bah, elle a raison. Elle dit que c'est pas pour moi. Vous savez, les filles qui viennent d'Algérie, maintenant, dès qu'elles font des études, c'est plus la même génération que vos mères. Oui, c'est ce que j'ai dit à ma mère. Je lui ai dit, maintenant, il va falloir qu'il se calme parce qu'il ne pourra pas dominer une femme comme les anciens le faisaient, quoi. S'il va la chercher au fin fond du bled. Mais c'est ce que j'ai dit à ma mère. J'ai dit, lui, il lui faut une fille qui n'a pas été à l'école. C'est ça. Qui est conditionnée pour... voilà. Donc, vous voyez, ce qui se rejoue, c'est qu'à la maison, vous avez deux caractériels. Ouais. Quand votre père n'est pas là, il y a votre frère. Et votre frère est trop normal que vous soyez à son service? Quand vos parents sont pas là, qui est-ce qui s'occupe du ménage? Bah c'est moi et mes sœurs, on fait le ménage, mais mes sœurs, elles râlent un peu, elles disent que c'est à moi de le faire. Bah oui, parce qu'elles sont en couple, elles ont autre chose à faire. Elles sont en couple et elles travaillent, et moi je suis à côté, je travaille pas, donc pour elles, c'est à moi de tout faire. Et vous acceptez? Non, bah non, de toute façon j'ai pas le temps, je peux pas... Et je pense que voilà, je fais une fois toutes les 2 semaines, c'est largement suffisant. Donc on est bien d'accord que 1, vous êtes en face de moi, 2, vous avez de la misère en amour, 3, vous étiez et vous êtes toujours le vilain petit canard, donc c'est complètement normal que vous ne puissiez pas trouver d'homme. Vous avez compris pourquoi ou pas? Bah moi j'ai compris que si je m'auto-analyse, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Si, très bien. J'ai peur de l'engagement. C'est un truc qui me fait peur moi en tout cas. Je choisis des hommes avec qui c'est perdu d'avance. Donc pourquoi vous êtes là aujourd'hui alors? Parce que vous choisissez des hommes avec lesquels c'est condamné. Bah parce que j'aimerais que ça change. J'aimerais que... Ok, mais vous êtes consciente que vous y trouvez votre compte à ne pas vous engager. Vous y trouvez votre compte, sinon vous ne le feriez pas. Peut-être oui, j'y trouve mon compte. Alors ce serait quoi le bénéfice? Bah de rester près de mes parents, non? Ben, vous voyez quand vous voulez. De rester près de mes parents, ouais. J'ai pas envie, c'est vrai que j'ai pas envie de les quitter, ouais. Donc en fait, vous êtes le bâton de vieillesse, ça vous convient. Je pense que c'était la seule forme de reconnaissance que vous avez eue de vos parents. Parce que vous étiez dès le début corvéable à merci, faire les papiers, le ménage, mais ils se sont servis de vous pour s'occuper de toute la logistique et puis des petits aussi. Vous avez pas mal aidé pour les petits. Oui. Donc vous êtes la sacrifiée, vous en êtes consciente. Ouais. Et si vous venez me voir, c'est parce que je suis quelqu'un qui fait exploser les murs des prisons. C'est pour ça que vous êtes là. Vous me suivez depuis un moment. Oui, ça fait un moment. J'ai un livre à vous, j'en ai même 2. Lequel vous avez? Le prochain, c'est le bon. Ouais. Et autodiagnostic amoureux. Donc, mon hypothèse, vous êtes la sacrifiée, vous êtes celle qui portait, vous êtes le bâton de vieillesse de vos parents. Et si vous vous éloignez d'eux, qui va s'occuper d'eux? C'est pas votre frère qui reste à la maison, c'est pas l'autre qui va se marier. Non, oui, bah oui. Les sœurs sont parties, l'aîné est décédé, il reste plus que vous. Et c'est toujours une fille qui fait le bâton de vieillesse. Comme dit la mère maghrébine, ah, pas une étrangère, ma fille, pas une étrangère. Donc elles veulent jamais être lavées par les étrangères. Ça vous parle? Oui, je vous dis. Ma mère, elle me le dit. Elle dit tout le temps que j'espère que vous ne me mettrez pas en maison de retraite. Bon bah voilà, tout est dit. La probabilité que votre père décède avant votre mère est assez importante, puisque votre père a travaillé, il a fait des tâches lourdes. Il est un peu plus âgé que votre mère, j'imagine? Oui. De combien? Il est de 44, elle est de 50. Ouais, ça fait 6 ans. Ouais. Bah, ça compte, passer 75, ça compte, 6 ans. C'est choquant ce que je veux dire, mais idéalement, je préférais que ce soit mon père qui part en premier, oui, comme vous avez dit. Oui, pour avoir un peu de répit. Est-ce que vous êtes conscient que c'est vous qui acceptez qu'il vous maltraite? Je suis plus proche de ma mère aussi, oui. Bah, c'est-à-dire que vous cherchez la reconnaissance que vous n'avez pas eue autrefois. Et en étant à son service, vous obtenez une forme de reconnaissance. Mais c'est pas une reconnaissance « vis ta vie, ma belle », c'est une reconnaissance « sois à moi pour que je te donne des miettes ». Vous voyez la nuance? Donc si votre père décédait, vous auriez moins peur. Aujourd'hui, vous n'êtes plus une petite fille. Et donc, il suffit que vous disiez stop. Parce que votre père, il a plus besoin de vous que le contraire. Parce que si vous ne faites pas le ménage et les papiers, qui va les faire? Personne. Ok. Donc vous pourriez commencer par lui dire, je fais ça, mais je veux ça en échange. Je fais plus le ménage. D'accord. Vous êtes cap? Oui. Ça va être dur, mais ça va être un peu dur, je vous cache pas, mais... Bon, mon hypothèse, c'est que votre mère, elle va probablement décéder après votre père. Oui. Et qu'elle va compter sur vous pour l'aider avec votre frère. Et elle va vous demander de s'occuper de lui quand elle sera plus là. Conclusion, vous ne pouvez pas trouver l'amour parce que vous êtes destiné à vous occuper de votre mère et de votre frère. D'accord. Donc le problème, il est que vous avez été celle qui a été choisie pour ça. D'accord. Donc maintenant, la vraie question, et je vais être très directe avec vous, oui. C'est qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez trouver un homme et vivre votre vie, ou vous voulez rester auprès de vos parents?
Je sais pas. Dans l'idéal, je voudrais partir avec Dans un monde parfait. Mais j'en suis pas... Je sais pas si je suis prête pour ça. Après... Alors, je vais être encore très directe avec vous. Prête, vous ne le serez jamais. D'accord. Vous avez été conditionné. Vous voyez la télécommande là, tic, 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 tic. Et là, on vous a dit, tu feras ci, tu feras ça, tu rentres dans le moule, tu t'occupes de nous. D'abord, c'est culturel. Dans la famille du Sud, il y a toujours un enfant sacrifié pour s'occuper des parents. Dans la famille maghrébine, c'est normal qu'on s'occupe des parents. Et on a toujours un enfant qui est là pour ça, parfois deux. Alors après, si l'enfant est déjà en couple, c'est pas un problème. Moi, j'ai vu plein de familles, c'est Little Kabylie, toutes les familles sont là autour et tout le monde s'entraide. Et vos sœurs qui sont les rebelles ont épousé des hommes qui n'étaient pas tout à fait conformes aux souhaits de vos parents, de votre père en particulier. Et vous, vous êtes la célibataire. Donc vous êtes encore jeune, vous vouliez des enfants? J'en voulais, oui. Et encore aujourd'hui? Oui, mais je me fais pas d'illusions à 38 ans. Ah, c'est pas foutu, hein? Non. C'est pas foutu. Le temps presse un peu, quand même. Bah, c'est vrai que généralement, au-delà de 42, ça devient compliqué. Et 38 ans, si vous vouliez vraiment un enfant, ce serait pas un problème technique. En gros, soit vous continuez à vous sacrifier sur l'autel des exigences parentales, et dans 10 ans, vous êtes au même point. Et votre mère, elle a 70, donc elle en a pour encore 20 ans, entre 10 et 20 ans. Votre père, elle va s'en occuper tant qu'elle pourra. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que soit vous choisissez vos parents, et dans 10 ans, vous êtes au même point, et vous serez à côté d'eux, mais comme vous l'avez très bien dit, Nora, parce que vous avez tout compris, c'est comme si vous n'étiez pas parti. Soit vous choisissez, ça va pas se faire dans la douceur. Vous choisir vous, ça veut dire clairement, vous voyez, je vois à votre tête que ça va déjà être compliqué. Oui. Ouais. Ça veut dire, premièrement, je commence à cesser de faire la Conchita. Là, elle aimerait que vous veniez tous les jours tout ranger, quoi. Si je pousse un peu. Oui, bah, c'est ça qui est bizarre, parce qu'à chaque fois, elle me dit, marie-toi. Mais elle me dit souvent, marie-toi, trouve-toi quelqu'un et tout. Mais en même temps, quand je viens la voir, elle me dit, reste manger, ceci, cela. Vous voyez, elle me conditionne. Comment ça se fait qu'il y a un double discours comme ça? C'est très simple. La mère maghrébine, c'est sa façon de faire. Elle culpabilise. Et son truc, c'est va, ma fille. Va, ma fille, va. Ah, j'ai mal au ventre. Ah, ce qu'il a eu, l'oncle Ahmed déjà. Ah, cancer d'intestin. Ah, va, ma fille, va. Ah, j'ai mal au ventre. Et à chaque fois que je fais ça, elle se marre, mes coachés. Parce que les mères, elles sont toujours en train de se plaindre ou de culpabiliser. Donc votre mère, intellectuellement, elle sait très bien qu'à 38 ans, surtout qu'elle pense que vous êtes vierge, donc elle sait très bien qu'à 38 ans, à part un veuf de 40 ans de plus que vous, il n'y a aucune raison, ou un blédard qui veut des papiers, n'allez pas vous marier facilement. Elle pense, elle, que c'est foutu pour les hommes. Elle n'imagine pas que vous puissiez voir un Français, de base. Votre mère, elle sait très bien, elle dit va te marier ma fille, mais elle sait très bien que c'est pas possible. Dans sa tête. Elle ne connaît pas tous les éléments. Et puis quand elle vous dit fais ci, fais ça, reste là, viens m'aider, qu'est-ce qu'elle veut à votre avis? Elle veut sa bonne, slash son assistante sociale, slash sa médiatrice, slash celle qui fait les papiers. En fait, elle vous demande de faire ce que vous avez toujours fait. Donc soit vous continuez à les servir, et c'est ok si c'est assumé. Maintenant, si vous avez vraiment envie que ça bouge, il va falloir arrêter d'aller être à leur service. D'autant qu'avec les aides, ils doivent pouvoir avoir des gens qui viennent, qui font le ménage, vu qu'ils sont diabétiques, ils ont une maladie. Donc il doit pouvoir y avoir moyen d'avoir des chèques services et tout ça. Mais ça veut dire qu'il faudra aller voir beaucoup moins. Et quand je vois votre tête, c'est même pas la peine, quoi. Ouais. Bon, bah tout est dit. Donc répétez après moi. Je préfère me sacrifier pour mes parents plutôt que d'être épanouie dans ma vie de femme. Pourquoi je dis ça? Ben oui, parce que c'est ce qui se passe. Je préfère me sacrifier pour mes parents plutôt que d'être épanouie dans ma vie de femme. Dites-le voir ce que ça fait. Je préfère être... Je préfère me sacrifier. Je préfère me sacrifier... Pour mes parents. Pour mes parents, plutôt que de vivre ma vie de femme. Voilà. D'être heureuse dans ma vie de femme. Pas de le vivre. D'être heureuse dans ma vie de femme. Ouais. Et ça vous fait quoi de le dire? Ça me fait mal de le dire quand même. C'est là où vous en êtes en ce moment. Ça vous fait quoi de voir que vous en êtes là? Bah, c'est une situation qui me réjouit pas du tout, quoi. Ça me plaît pas d'être dans cette situation parce que c'est pas ça que je voulais, moi. Au fond de moi-même, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux être avec quelqu'un. Sauf que c'est ce qu'on vous a demandé de faire. La différence entre vos sœurs et vous, les petites dernières, c'est quoi? Bah, c'est qu'elles se sont rebellées, donc elles ont choisi de vivre leur vie plutôt que Voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes coincés. Parce que maintenant, dans la famille, tout le monde compte sur vous. Donc là, il n'y a que vous qui puissiez vous aider et vous botter les fesses. Mais ce ne sera pas facile parce que vous avez la pression culturelle qui est très importante. Rassurez-vous, c'est pareil chez les Albanais musulmans, c'est pareil chez les cathos, pas chez tous, chez les juifs. Donc dites-vous bien que c'est quelque chose qui est culturel et qui est universel. Et il y a même des familles
où il y a des filles qui n'ont pas de religion, qui sont des bâtons de vieillesse. Donc, premier niveau de lecture, je suis le bâton de vieillesse de mes parents, j'ai été programmée pour ça. Deuxième niveau de lecture, je viens d'une culture maghrébine qui est très exigeante par rapport au rôle des filles. Troisième niveau de lecture, mon père, il a un caractère fort et il pourrit la vie de ma mère. Moi, je vois peut-être que c'est juste. Et en fait, pour lui, quelque part, il faut faire là où il nous dit de faire. On va le dire autrement. Pour toute la famille, vous êtes la sacrifiée. Pas seulement pour vos parents, aussi pour vos sœurs. Votre frère, le petit brut là, Oui. vous entendez comment avec lui? Je m'entends pas du tout. Tu m'étonnes. Ok, c'était qui le chouchou de votre mère et la chouchoute? Je dirais en garçon ou en fille? Un de chaque. Mon petit frère. Votre petit frère, c'est celui qui est caractériel? Oui, et en fille, ma mère a dit que c'est moi, mais... Non, vous êtes son bâton de vieillesse. Elle a dit que mon père, je suis sa préférée, mais moi, je suis pas convaincue. Je dirais que ce serait les deux dernières. Les deux dernières. Les deux ensemble ou une des deux? Peut-être la dernière. Oui. Déjà, il ne les traite pas comme il nous traite nous déjà. Déjà, lui, c'est un garçon. Donc, par principe, traitement de faveur. En plus, il y a un garçon qui est mort et un autre qui est malade. Donc, leur fierté, c'est lui. Ensuite, pourquoi il s'en est sorti? Parce qu'il est sur le modèle de votre père. Donc, lui, c'est pas un gentil. Ouais. Quand il était petit, il n'était pas teigne comme ça, j'imagine. Non. Il est devenu à l'adolescence. Oui, exactement. Voilà. Quant à vous, vous n'étiez pas sa chouchoute. Vous étiez sa bonne. J'aimerais bien que vous fassiez la différence. La chouchoute, c'est celle qui fait ce qu'elle veut, qui fait pas le ménage, qui se trouve un mari, qui a des enfants et qui est heureuse. Parce que la chouchoute, elle a le droit d'être heureuse. Et votre mère, elle vous laisse pas le droit d'être heureuse. Alors, votre mère, vous connaissez son histoire, vous connaissez sa fratrie? Ma mère, c'est l'aînée de 8 enfants. Donc forcément, c'est elle qui a fait Conchita. Oui, voilà. 4 garçons, 4 filles, et elle, c'est l'aînée. Et vous avez connu votre grand-mère maternelle? Oui. C'était quel genre de femme? Je sais pas, mais je sais que mon grand-père était dur, il était méchant. Ok. Il la frappait? Ouais, bien sûr. Il frappait qui? Votre ma grand-mère? mère. Il frappait ma mère. Mais il frappait tous ses enfants ou juste votre mère? Je sais pas, mais ça, je sais que ma mère, il était dur avec elle. Il était plus dur avec elle. Donc vous avez compris qui elle a épousé, votre mère? Oui, elle a épousé le même modèle. Voilà. Même s'ils n'ont pas choisi, même s'ils n'ont pas assez arrangé, c'est valable aussi. Bah oui, parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a l'aspect culturel qui fait que dans cette génération, les hommes sont durs. Ouais. Ensuite, ils ont connu la guerre, ils se sont battus. Après, ils sont venus en France où ça n'a pas dû être facile au début avec le racisme. Et ce sont des hommes qui viennent d'un pays qui est dur aussi. La terre d'Algérie est dure. Donc, je pense qu'il y a un contexte culturel et puis ensuite, il y a un contexte transgénérationnel. C'est-à-dire que votre mère, votre grand-mère, probablement votre arrière-grand-mère, elle allait chercher l'eau au puits, elle s'occupait de ses beaux-parents, peut-être même d'un oncle ou d'une tante qui n'était pas en bonne santé, peut-être qu'elle a donné un de ses enfants à une tante qui ne pouvait pas en avoir, enfin, vous voyez, ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous faites partie d'une génération de femmes qui commencent à voir les choses autrement. Mais celles qui voient les choses autrement, elles ont moins de 30 ans. Regardez la fiancée de votre frère qui a fait ses études à Montpellier, elle a quel âge aujourd'hui? 25. Voilà. C'est une génération qui commence à bouger. Donc soit ils rentrent dans le moule, ils se marient, tout le monde est content, ça se passe très bien. Moi je les vois pas, ces gens-là. En revanche, les frères et sœurs de mes coachés sont toutes et tous avec un bon boulot, tout va bien. Et celle que je vois, c'est toujours au choix le mouton noir, le vilain petit canard, la martyre, la sacrifiée. Donc votre mère, elle trouve normal que vous viviez ce qu'elle a vécu. D'autant que ce que j'ai souvent dit dans mes vidéos, la mère maghrébine est une mère qui dit « J'en ai bavé, tu dois en baver, il n'y a pas de raison que ce soit mieux, tu dois boire ton calice jusqu'à la lie. Et chez la mère qui a choisi un bâton de vieillesse, elle veut surtout pas que vous partiez. Donc quand vous êtes parti à 5 minutes à pied, vous vous êtes raconté l'histoire que vous étiez libre, mais en fait vous l'êtes pas. Alors, votre père connaissait son histoire? Il a perdu son père quand il avait 8 ans. À cause de la guerre? Il a été tué par les Français. Ouais. Voilà. Il a été tué en représailles parce qu'il y avait le FLN avait tué 3 Français et les Français, pour se venger, ont tué 3 personnes. Il en parle encore? Non, il en parle plus, mais on sait qu'au fond de lui, ça l'a quand même affecté de perdre son père. Bah, ça affecterait n'importe qui. C'est enfui au fond de lui, quoi. Non, mais je veux dire, au fond de lui, il a une haine un peu contre la France. C'est ça que je veux dire. Ah, je crois qu'il y a vraiment chez votre père quelque chose de l'ordre de la guerre d'Algérie qui se rejoue d'une manière inconsciente, évidemment. Et donc, ce que j'essaie de vous montrer, c'est qu'il y a dans ce dysfonctionnement familial, le contexte global, c'est la colonisation. Ok, on va pas revenir dessus. Bon. Ensuite, on a la guerre d'Algérie. Votre père, il a 8 ans. Donc, votre père, il était en plein milieu de la guerre. En tout cas, pour conclure, vous êtes dans un système relationnel dysfonctionnel, avec des histoires, des rages, des haines, des rancœurs non dites, qui expliquent les crises de votre père. Qui expliquent que votre mère, elle a dû le supporter pendant toutes ces années. J'imagine qu'en vieillissant, elle est un peu plus calme, là. Qui est mon père? Oui. Il est un peu plus calme, parce qu'il n'a pas la santé non plus, il n'a plus la santé. Ouais, mais s'il l'avait, il serait complètement comme avant. Oui, il serait comme avant, oui. Et il râle quand même. Hein. Il râle. Il râle, il a ses crises et tout, mais... Mais ces crises, elles sont à partir de quoi? C'est sur quoi qu'il fait des crises? Sur tout et n'importe quoi, ça peut être tout et n'importe quoi. Ok, on va le dire autrement. Mon hypothèse, c'est que votre père, il est en colère contre la France.
qui lui a volé son père. Du coup, il se venge sur qui? Sur ses enfants. Et sur sa femme aussi, puisqu'il en kikine aussi, votre mère. Oui. Donc, il décharge sa colère. D'ailleurs, ils dorment plus ensemble maintenant. Ben, votre mère, elle a compris, hein. Ça veut dire qu'il peut plus lui faire l'amour. Ça veut dire qu'il peut plus exiger son devoir conjugal. Bah, je crois qu'il a des problèmes aussi de prostate, je crois. Ce qui règle la question. Donc vous voyez bien que votre mère est malheureuse. Alors, par loyauté à ma mère, dont moi, Nora, j'aurais aimé la reconnaissance. Je me débrouille pour trouver des hommes qui m'utilisent comme qui? Comme mon père. Comme mon père et comme ma mère. Et comme mon frère et comme mes sœurs. Donc ils m'utilisent comme toute ma famille. Mais je souhaite rester auprès de mes parents parce que je cherche désespérément la reconnaissance que je n'aurai jamais. Que je n'aurai jamais puisque j'ai été désignée comme le bâton de vieillesse. Donc moi, ce que je vous invite à faire, là, je suis plus dans le coaching, je suis dans le conseil. C'est déjà savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous restez comme ça et c'est ok. Mais au moins, vous l'assumez. Et puis, de temps en temps, vous avez une petite aventure, vous savez que vous allez vous faire avoir. Maintenant, vous pouvez aussi essayer de ne pas vous faire avoir. Mais comme l'objectif, c'est d'attirer un homme avec lequel ça ne fonctionne pas pour rester auprès de vos parents, forcément, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Vous n'avez que 38 ans. Donc, le Pôle emploi peut vous proposer une formation. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Je sais pas, un métier dans le social. Ah oui, parce que vous connaissez bien le sujet. Qu'est-ce que vous attendez pour faire, peut-être pas assistante sociale, mais pour aider les gens dans une association? Il y a des tas de structures pour ça. Je peux regarder à l'occasion. C'est pas regarder à l'occasion, Nora. Vous savez, il y a la politique de la terre brûlée, qui consiste à y aller d'un coup, et il y a la politique des petits pas. Et selon les cas, et selon les personnalités, on conseille pas les mêmes choses. Moi, j'ai des coachés qui font tout exploser, et j'en ai qui ont victoire sur victoire, en sachant que chaque fois qu'il y a une victoire, derrière, il y a tout le monde qui appelle, il y a la culpabilisation de toute la famille. J'ai même des filles qui ont vu des oncles et des tantes sortis du néant qui les appelaient. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas moyen de moyenner. C'est typique des familles à forte emprise. D'accord, ok, oui, j'ai compris, il n'y aura pas de... Ouais. Et vous pouvez mettre le temps qu'il faut. Oui, après, je vais peut-être pas y aller en... Je vais pas... Ouais, voilà, je vais pas faire ça... Enfin, comment dire, je vais y aller en douceur, quoi. Le changement... Voilà, donc il y a des histoires qui se passent bien. Je vous dis, si vous voulez vraiment que ça bouge, je vous invite à vous trouver une psy dans une asso près de chez vous. Quelqu'un qui peut vous écouter et vous aider à partir. Deuxièmement, je vous invite à avoir une assistante sociale pour vous aider à déménager, pour vous éloigner. Et déjà, je veux partir. Troisièmement, quand vous avez un toit et un job, là on peut commencer à bouger. Et c'est là que vous allez commencer à chercher quelqu'un. Mais entre-temps, vous aurez passé moins de temps à la maison. Quand vous avez trouvé la personne, vous tirez. Mais vous tirez, ça peut être aller vivre dans le sud. Donc, pour conclure, vous allez déjà décompter tout ça. C'est une décision à prendre. Soit vous acceptez que c'est ok, et on verra dans quelques années. De toute façon, quoi que vous fassiez, si vous voulez en sortir, ce sera pas simple. Mais il faut bien comprendre une chose, et ce sera le mot de la fin, c'est eux ou c'est vous. C'est bon? Oui, c'est bon pour moi. Je pense qu'on a tout dit. Bah oui, merci de votre confiance. Bah de rien, ouais. Merci aussi à vous. C'est plus clair? Oui, c'est plus clair. Je vous ai rien dit de nouveau, mais je l'ai mis en perspective. Si, quand même, il y a des choses que je savais nouvelles, oui, mais j'avais déjà une petite idée en vous écoutant de ce que vous alliez me dire. Vous aviez déjà tout compris, Nora. Oui. Mais il y a une part de vous qui veut pas y aller. Oui, c'est ça. Vous sentez? Exactement. Vous sentez l'émotion là? Cette part qui dit ah, j'ai peur, j'ai peur. Oui, c'est vrai. Il n'y a que vous qui puissiez faire quelque chose pour vous. Voilà. Ok. Merci de votre confiance. Merci. Alors si vous aussi vous avez envie de mieux comprendre les hommes et les femmes, si vous avez envie de savoir comment vous comporter, de savoir décoder le non-dit, de savoir vous positionner pour éviter toute forme d'abus, je vous invite à rejoindre le Love Circle. Le Love Circle est un cercle que j'ai créé pour aider les hommes et les femmes à mieux se positionner et à surtout atteindre leur objectif, à savoir attirer une âme sœur et la garder auprès d'eux. Si vous voulez en savoir plus, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous. Merci d'avoir écouté cet audio jusqu'au bout. Merci de le liker si vous en avez apprécié le contenu. Merci de le partager si vous pensez qu'il peut aider des personnes que vous connaissez dans leur vie. Merci de vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait. Et à bientôt pour de nouveaux audios ou de nouvelles vidéos.